en fait, à la fin du chapitre où elle évoque ses souvenirs, les souvenirs de Joey, qui commet son crime, qui va prélever l'organe de sa victime, je me suis dit, quoi de plus sordide que de proposer la recette tout de suite après le chapitre. Je suis allé chercher un fait divers, voilà, une histoire sordide qui s'est réellement déroulée dans la région de Krasnodar en Russie. Sordide puisqu'il s'agissait d'un couple de tueurs. Enfin, disons que c'était surtout le monsieur qui allait à la chasse, qui tuait, et madame qui cuisinait. Alors oui, vous avez bien entendu, madame cuisinait. C'est-à-dire que ça a commencé d'abord par, je vais utiliser les mots, les verbes goûter. C'était pour goûter. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte tous les deux que y avait c'est devenu une sorte de frénésie après. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ça leur procurait énormément de plaisir. C'est quand même très sordide. Ils faisaient l'amour devant les corps démembrés. Alors, j'espère qu'on peut rentrer dans les détails sur le live. On va pas se faire bannir. Mais voilà, c'était. On va faire tomber les gens dans les pommes, mais ça, c'est voilà. C'est toujours bien de mettre des pommes dans les recettes. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu de fruits et légumes, c'est important. Un peu de fruits et légumes, voilà, 5 par jour. Et non, mais ça a commencé comme ça, en fait, justement. Et, voilà, et puis, petit à petit, madame s'est rendue compte que il y avait quelque chose à faire avec cette matière première, qu'il fallait peut-être cuisiner cette matière première. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Et alors, dans la vraie histoire, alors, évidemment, j'ai romancé dans la cuisine du diable, on a des recettes un petit peu de chef étoilé, de Philippe Etchebest, et en passant par Cyril Lignac. Mais dans la vraie vie, non, elle s'est contentée en fait quand même elle s'est contentée de faire des terrines, voilà, tout simplement. Et elle avait même ouvert une chaîne YouTube dans laquelle elle expliquait comment est-ce qu'on faisait des terrines, voilà. Et alors le pire du pire, c'est que pour financer un petit peu tout ça, elle allait vendre ses petites verrines, ses petits pots, ces petites conserves de terrines dans les restaurants de son quartier. Et bon appétit. Ce couple diabolique qui, en fait, s'est fait arrêter en 2017, donc c'est pas si vieux que ça. Mais ils ont fait ça pendant près de 18 ans, parce que c'est ce que Dimitri, donc le gars du couple a avoué à la police, a dit voilà que ça faisait. On a dit voilà, ça fait 18 ans qu'on fait ça, et puis vous nous avez eu, bravo les gars, vous nous avez eu. En fait, et puis ils se sont fait avoir tout bêtement, puisque c'est lui en fait qui a perdu son téléphone portable sur un chantier. Voilà, le truc tout bête. Alors son portable n'était pas verrouillé, un ouvrier sur le chantier donc est tombé sur le portable, il a eu accès à sa galerie de photos. Et donc dans cette galerie de photos, il y avait des images très parlantes, donc entre autres d'une tête posée sur un plateau avec des oranges, etc. Et puis ce gars a d'abord cru à quelque chose de factice, voilà. Et puis il s'est avéré que non, puisque voilà, il a apporté ce téléphone portable au poste de police, et puis ils ont trouvé le propriétaire du portable, effectivement, et puis ils sont allés chez eux, et là ça a été la découverte de l'horreur. Et c'est vraiment pour un public averti quand même. Il y a des scènes qui sont assez dérangeantes. Voilà, c'est un roman qui est quand même très sombre, même très noir, très dark. C'est un peu sans limite, et j'ai voulu recréer en tous les cas l'ambiance, l'atmosphère de La Compassion du Diable. Pour ceux qui ont lu La Compassion du Diable, c'est on va dire à l'identique, peut-être même un cran au-dessus, parce il faut savoir que maintenant on est quoi, 11 ans, ouais, 11 ans après La Compassion du Diable, la première édition de La Compassion du Diable. Donc je pense c'est pareil, le public, que ce soit aussi
les jeunes ou les moins jeunes, on s'habitue de plus en plus, et ça c'est le cinéma aussi qui nous apporte ça, et j'ai envie de dire aussi une forme de banalisation de la violence, et peut-être moins de restrictions de la part des parents. J'ai envie de dire qu'on est sur une éducation un petit peu maintenant, des parents qui sont un peu démissionnaires, donc qui laissent leurs enfants découvrir un peu plus, j'ai envie de dire, la violence, même si elle est fictive. Voilà. En tous les cas, on a maintenant un public qui réagit d'une manière différente par rapport à il y a une dizaine d'années. Mais quand je dis une dizaine d'années, c'est très peu sur l'échelle du temps, parce que si on reprend il y a 30 ans, voilà, 30, 40 ans, les premiers, je sais pas moi, Amityville, La Maison du Diable, ou L'Exorciste, etc., c'était quand même quelque part un peu violent déjà. Mais on était moins habitué, si tu veux, on était moins habitué à la violence, donc c'était plus heurtant, plus choquant. Aujourd'hui, j'avoue que même les jeunes, même les très jeunes, sont habitués à l'hémoglobine parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de... je parle de l'hémoglobine du cinéma, hein, voilà, ou en littérature. Il y a beaucoup... Enfin voilà, que c'est des effets spéciaux, ce sont des effets spéciaux. Et ils connaissent même maintenant comment sont réalisés les effets spéciaux. Donc il n'y a plus de... J'ai envie de dire, il n'y a plus de surprise et il n'y a plus de choc émotionnel comme avant, quoi. Il y a deux histoires parallèles dans ce roman. On va être sur le déroulé du récit d'une enquête, déjà, d'un duo d'enquêteurs, donc Adam Cassandre et Nadia Nakache, qui est jeune lieutenante, qui a été formée à l'école de police avec des mentions très bien, et diplômée de criminologie, etc. Donc elle arrive, elle est pleine de sciences, et lui, son supérieur, lui, il est plein de testostérone et de foutre. Donc, tu vois, il apprend un peu de haut, il est un petit peu miso. Et voilà, ils sont sur une affaire assez inquiétante parce que, en fait, la scène, le roman va s'ouvrir sur la découverte d'un corps dans un appartement de la banlieue parisienne. Et c'est une jeune femme qui a été apparemment étranglée. Et puis, le fait troublant, c'est qu'on lui a retiré les yeux. Voilà. Le meurtrier a retiré les yeux de sa victime. Et ça fait rebondir les enquêteurs sur une affaire qui date de l'année précédente. Les mêmes faits, la même signature. Et donc, ils se disent que c'est quand même assez troublant. Voilà. Donc, on va suivre cette enquête-là, ce duo d'enquêteurs qui vont traquer, qui vont pister ce tueur en série, qu'on va découvrir après par la suite. La presse le surnomme l'oculiste, forcément, parce que bon, j'ai pas envie je dénigre personne dans la presse, mais des fois il y a des titres un peu faciles, et je l'avoue, c'était un peu facile pour moi. Mais voilà, on nomme ce tueur en série, la presse nomme ce tueur en série l'oculiste. Il faut savoir qu'il a un autre surnom, ça c'est important pour le lecteur. Après, ce surnom-là, c'est Argus. Voilà, en référence à la mythologie grecque, au berger aux 100 yeux. Donc voilà, on va suivre cette première trame de cette manière-là, de cette façon-là. Et puis on a une seconde trame aussi. En fait, il y a 3 trames, mais bon. La seconde trame, c'est l'histoire de Myriana, qui est une jeune femme de 19 ans, qui a vécu, qui a grandi en fait, qui a passé son enfance, son adolescence en foyer, parce que sa mère s'est trouvée en prison pendant une vingtaine d'années, parce qu'elle était la complice d'un tueur en série américain qui était venu se réfugier en France. Et c'était donc sa compagne. Et au courant, bien sûr, de ses crimes, elle a couvert ses crimes pendant toutes ces années. Au moment de partir à l'étranger, puisqu'ils se sentent perdus, ils vont être pris par les forces de l'ordre. Donc, voilà. Ce personnage-là va être... Alors ça, on peut le raconter parce que c'est le tout début du roman. Ce personnage-là va être abattu. Et on va suivre la trame après, ensuite, donc de Lina. Lina, à travers ce qu'elle a vécu
avec ce tueur en série. Donc, on va avoir beaucoup de flashbacks, un peu comme dans La Compassion du Diable, pour ceux qui le connaissent. Des flashbacks donc, de ce qu'elle a vécu, elle, avec Joey, avec ce fameux tueur en série américain. Et d'un autre côté, sa fille, elle veut absolument récupérer sa fille. Donc, elle va rencontrer sa fille, elle va la sortir du foyer et va donc la récupérer. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu parce que c'est un livre de Fabio M. Micheli, alors ça ne veut pas se passer comme prévu. Mais on voit, en gros, moi, je vais résumer ça en une phrase, vous en aurez pour votre argent. Il y a beaucoup de trames, on n'est pas dans le transport en commun, mais il y a vraiment beaucoup de trames, beaucoup de choses dans ce livre. Le mal passe-t-il de génération en génération? 40% de oui, 40% de non, et puis 20% de je ne sais pas. Je sais pas ce que t'en penses et si ces résultats t'étonnent. Il y a match, comme on dit chez moi. Il y a vraiment match. Moi, je vais décevoir les 40% de oui. Voilà. Je vais vous décevoir, mais ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas, c'est un mythe. On ne transmet pas, le gène du tueur en série ne se transmet pas. C'est un mythe, c'est du cinéma, c'est de la littérature, et je le sais puisque je m'en suis servi. Mais non. Jusqu'à preuve du contraire, peut-être qu'un jour, tout arrive, peut-être qu'un jour on va nous dire qu'ils ont enfin découvert, je sais pas, un chromosome qui est relié à... Voilà. Non, pour l'instant, non, ça n'existe pas. C'est un fantasme, c'est de la fiction. 10 ans plus tard, tu reviens dans La Cuisine du Diable, mais avant, il y avait ceci, La Compassion du Diable. C'est quoi le lien entre les deux, pour les personnes qui nous écoutent? Le lien, c'est que, si tu veux, alors c'est pareil, il faut que je fasse attention de ne pas trop spoiler, mais si tu veux, c'est qu'à la fin de La Compassion du Diable, nous avons un personnage, on découvre un personnage, c'est vraiment le dernier chapitre, on découvre un personnage qui est quand même un personnage important. On est au moment où les tours jumelles à Manhattan vont s'effondrer. On est ce fameux 11 septembre, ce maudit 11 septembre 2001, où ces avions de ligne vont se cracher dans les tours. Et en même temps, ce personnage, pour la première fois de sa vie, va découvrir les plaisirs de la chair. Mais voilà, pas de la façon qu'on imagine. Et en fait, ce personnage-là, on le retrouve donc dans l'histoire. Alors 10 ans après, c'est la publication du bouquin dans La Cuisine du Diable 10 ans après, mais dans l'histoire, si tu veux, dans le narratif, on est 20 ans après. Voilà. Donc 20 ans après, on retrouve ce personnage qui est en fait le fameux compagnon de Lina. Voilà. Qui se fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui se fait abattre par les forces de l'ordre dès le début du roman. Voilà. Et c'était prévu depuis le début? On se demande dans le chat, notamment le belge Kili. C'était prémédité? Pas du tout. En fait, quand j'achève l'écriture d'un roman, je ferme la porte, mais je ne ferme pas le verrou. Je ne tire jamais le verrou. C'est-à-dire que je prévois quand même toujours la possibilité de pouvoir rouvrir la porte un jour ou l'autre. Voilà. C'est comme ça, c'est devenu une habitude. Et dans La Compassion du Diable, c'était exactement cette histoire-là avec Joey. C'était... normalement, pour moi, c'était fini. Je ne devais pas réécrire un bouquin qui avait ni une suite, ni un lien avec La Compassion du Diable. Mais, en l'occurrence, cette histoire que j'ai découverte, donc cette fameuse histoire de cannibale, de couple cannibale en Russie, m'a tout de suite fait rebondir sur Joey, parce que je me suis dit, Joey, à la fin, il est là, il découvre ça, et il faut que je le fasse vivre. Et je pense que c'est lui qui va incarner le personnage de Dimitri Bakchev, ce fameux russe cannibale. Voilà, donc le lien, ça a été ça. Et j'ai tissé tout autour, après, derrière, les souvenirs de Lina avec Joey. Parce qu'à la fin de La Compassion du Diable, Joey n'a pas encore rencontré Lina. Donc ça, on a l'explication plus tard dans La Cuisine du Diable. Tu es quelqu'un de généreux, il y a du bonus dans ce roman, avec quelques recettes qui parcourent pour ce livre. Ça t'est venu comment, cette idée? Et est-ce que tu les as essayées, ces recettes?
Bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je me suis dit 10 ans plus tard, il faut être un peu, il faut être un cran au-dessus, un peu dans l'horreur, dans le sordide, dans le morbide. Comment faire pour quand même, malgré tout, ne pas être dans la censure, entre guillemets. Et c'est là que m'est venue cette idée-là. L'idée déjà de cette femme qui cuisinait, qui réalisait des terrines et qui proposait des tutos sur YouTube. Je me suis dit, en fait, à la fin du chapitre où elle évoque ses souvenirs, les souvenirs de Joey, qui commet son crime, qui va prélever l'organe de sa victime, je me suis dit, quoi de plus sordide que de proposer la recette tout de suite après le chapitre. Voilà. La recette, bien évidemment, qui propose de cuisiner l'organe en question. Animal, évidemment. Hein. Oui, bon. Tant qu'à faire. Peut-être qu'ils vont essayer autre chose, mais... Voilà. Tu les as essayées, toi, ces recettes? Oui, bien sûr que je les ai essayées. J'adore... C'est quoi ta préférée? T'en as une préférée dans l'histoire? Ah ouais, oui, c'est le... Ouais, moi, c'est le foie de veau... aux oignons caramélisés et au sauterne. J'ai l'impression que c'est de l'orfèvrerie hein, par moment, au niveau du temps qui passe, de à quelle période on est, avec quel personnage. Comment tu travailles cet aspect-là de flashback pour pas perdre les gens? Alors, je vais rendre hommage tout premier lieu aux éditeurs et à mon éditrice qui a travaillé avec moi sur le roman, parce que c'est important. Un éditeur ou une éditrice va travailler sur le texte, sur la chronologie, sur la construction. Donc, il y a forcément à un moment des choses qu'on n'a pas vues. Une erreur dans le timing, une erreur de chronologie, un défaut de construction dans les chapitres. Voilà. Ensuite, moi, j'ai pour habitude de travailler, on en parlait tout à l'heure hors antenne, de créer un plan, ce qu'on appelle au cinéma, plus communément un séquencier. Pour faire court, pour synthétiser, c'est en fait l'écriture d'un scénario, si on veut. Un séquencier, c'est un petit peu comme un scénario. Voilà, c'est une construction dans laquelle on va écrire les chapitres de l'histoire. En tout cas, moi, c'est comme cela que je fonctionne, en les synthétisant. C'est-à-dire que moi, dans chaque chapitre, dans l'écriture de chaque chapitre du séquencier, je vais décrire, mais de façon vraiment très, très, encore une fois, très synthétique, la situation de ce qui va se dérouler, on va dire. Comme un scénario, après, ce qu'on va voir à l'écran, on essaye de le présenter à l'écrit de façon très succincte, très, très vulgarisée, on va dire. Donc voilà, donc j'écris mes chapitres comme ça, et avec... dans le chapitre, il y a évidemment les personnages qui vont intervenir. Et parfois, ça m'arrive, alors je ne l'ai pas sous la main là, mais j'avais tout un tableau, une sorte de diagramme avec toutes les époques différentes du roman. Parce qu'on tourne à environ sur 3 trames. Il y a les allers-retours de Lina avec Joey, donc ses souvenirs, là, donc, qui se déroulent 20 ans, oui, presque 20 ans avant. Il y a aussi tout le parcours, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le lecteur va suivre tout le parcours criminel de ce fameux tueur en série que la presse a surnommé l'oculiste, mais on va le suivre du début à la fin. Et quand je dis du début, c'est-à-dire de quelques mois après sa naissance, un petit peu comme la Compassion du diable, où le prologue se déroule dans le ventre de la mère. Voilà, où déjà il assassine son frère jumeau. Donc voilà, donc on va suivre le déroulé complet de ce tueur en série, et on va passer par toutes ces transformations et c'est, on va dire, son déséquilibre psychologique, peu à peu. Mais on va avoir aussi le pourquoi, le comment, pourquoi et comment ça arrive tout ça. Et on va arriver même à un moment donné à avoir presque, en tous les cas, oui, presque de l'empathie pour lui. Voilà. Parce que je dis pas qu'on lui donne une excuse.
On donne pas l'excuse, on va pas l'excuser pour ce qu'il va faire plus tard dans sa vie d'adulte. Mais quand on connaît son enfance et tout ce qu'il a traversé, on comprend mieux. Voilà. Je vais pas dire qu'on l'accepte, mais on comprend mieux. Est-ce que tu aurais aimé être profiler? Peut-être pas profiler. Je pense pas. Mais alors, enquêteur, oui. Très certainement. Okay. Très certainement pour des tas de raisons. Parce que je suis quelqu'un qui aime discuter, qui aime beaucoup discuter, qui aime entrer en contact. Et je crois, s'il y a peut-être des agents de police, en tout cas des officiers de police qui nous écoutent, je pense que je pense pas me tromper. Ça fait beaucoup, c'est partie intégrante de ce métier-là. D'écouter, beaucoup, écouter, analyser évidemment, bien sûr, mais entrer en contact. Et malgré tout, malgré les situations, même si les enquêteurs se retrouvent parfois devant des monstres, puisqu'il arrive des moments où quand ils sont peut-être pendant une garde à vue, ils ne le savent pas vraiment, mais parce que bien sûr, évidemment, il y a des erreurs aussi, ça arrive, les erreurs de jugement, les erreurs les mauvaises, les fausses intuitions. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, un film excellent avec Lino Ventura et puis Serrault, Michel Serrault, Garde à vue. Les films n'ont pas vu, je vous conseille, c'est un film extraordinaire à huis clos où effectivement, alors je vais pas spoiler, mais voilà, tout se passe dans un commissariat de police, il y a une garde à vue et voilà, on a des tas d'éléments qui arrivent, des preuves, des témoignages, etc. Et voilà. La musique, ça représente quoi pour toi quand tu écris? La musique est un déclencheur. C'est un petit peu la boîte de Pandore, c'est un petit peu une boîte à bijoux, une boîte à secrets qu'on ouvre et dans laquelle il y a plein de petits objets qui ont appartenu à notre grand-mère, tu vois, qu'on t'a légué, etc. Et certaines musiques ont ce pouvoir-là, c'est-à-dire de déclencher des émotions, parce que ce sont surtout les souvenirs. Ça va déclencher le souvenir. Une musique va pouvoir déclencher le souvenir d'une odeur. C'est quand même ça aussi incroyable, parce que une musique va te rappeler un moment donné, à peut-être une rencontre avec quelqu'un, tu vas te souvenir de son parfum. Ça peut être une situation, ça peut être quand tu étais très jeune, ou peut-être des mauvais moments aussi. Il n'y a pas que des jours heureux dans la vie. Donc une musique peut aussi te rappeler des moments tristes. C'est aussi l'illustration d'une certaine nostalgie. Et je pense que la musique dans le roman noir ou le thriller peut apporter, on va dire, du relief à une scène. J'ai plein d'objets avec moi parce que je travaille beaucoup en nomade en fait, tu vois, c'est-à-dire que j'ai pour habitude, enfin, mes périodes d'écriture en fait se situent toujours autour du printemps comme ça, comme en ce moment, tu vois, et je travaille beaucoup à l'extérieur en fait. Donc j'emporte avec moi de la crème solaire. Je vais pas sur les plages, non, je suis à la montagne moi, tu sais, mais on met de la crème solaire aussi à la montagne. Mais non, moi j'ai pour habitude de travailler sur les terrasses des cafés. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup me fondre, on va dire, avec les gens, comme ça, au milieu des gens, écouter un petit peu toutes les conversations autour de moi. Ça, c'est assez rigolo quand même, parce que si je devais écrire un bouquin là-dessus, enfin voilà, en tout cas, il y aurait de quoi écrire un bouquin là-dessus. Alors un objet, j'ai mon portable tout le temps avec moi, et puis qu'est-ce qui me suit tout le temps après, c'est déjà pas mal. J'ai mon petit stylo, ouais, mais j'ai toujours mon plume avec moi, quoi. J'ai mon stylo plume parce que j'ai toujours un petit carnet où je prends forcément les notes de ce qu'il va falloir corriger, ce qu'il va falloir, ou le sujet qu'il va falloir sur lequel il va falloir travailler, ou voilà, c'est ce plume-là, voilà. Voilà, je te montre. Oui. Voilà. C'est facile de switcher entre Fabio l'homme, Jack Sparrow, Fabio l'écrivain, à moins que tu sois les trois tout le temps. Je ne sais pas. C'est facile comme ça de vivre avec plusieurs casquettes. Je vis très bien ma schizophrénie. Ça se passe très bien.
c'est vrai que lorsque je suis dans les phases d'écriture comme ça, c'est jamais quand je vais chercher le fait réel. Hein, que ce soit quand je vais rencontrer des officiers de police judiciaire ou des magistrats et qu'on me plonge dans le chaudron du mal, c'est waouh, voilà. Je le cache pas, c'est parfois difficile. Alors quand je me retrouve dans la peau de Jack Sparrow après pour la saison hiver, parce que j'ai pour habitude depuis 2018 de travailler dans ce restaurant d'altitude, le Cap Horn. Tu remontes à la surface. Je remonte à la surface, c'est exactement ça. C'est un peu comme dans le film, je sais plus lequel, je crois que c'est quand il remonte avec le navire, tu vois, quand il a été avalé par le Kraken, et après il remonte des profondeurs, tu vois, c'est vraiment l'image, c'est la même. C'est fou parce que je me suis fait cette réflexion la dernière fois avec une amie. C'est exactement ça. Et là, c'est 3 mois, 4 mois de spectacle, de rigolade, de bons moments, de camaraderie, etc. quoi. Donc là, je suis dans le spectacle, je suis avec la team spectacle, il y a des magiciens, il y a des danseurs. Là, c'est complètement différent. Donc, je ne suis plus dans le même bateau, j'ai envie de dire, sans faire de jeu de mots. Et là, ça y est, je reprends un peu d'oxygène, tu vois, voilà. Et après, si tu veux, ma casquette de Fabio Micheli, dans la vie de tous les jours, écoute, ça se passe très bien. Alors après, il faut que je gère, ça c'est vrai, c'est pas une légende, il faut que je gère effectivement le fait que dans certains lieux publics, oui, on vient tout le temps me voir pour demander à faire des photos, voilà. Donc ça c'est très très souvent, c'est quasiment. C'est amusant et fatigant en même temps d'être sollicité. Fatigant, pas fatigant, parce que je le veux bien aussi, je cultive le look, parce que c'est aussi mon métier. Voilà, je pourrais tout autant, je veux dire, me raser la tête, mettre des lunettes carrées, comme Superman, tu vois, me raser le bouc, la barbe, j'en sais rien. Je pourrais peut-être, tu vois, essayer de devenir le sosie de Moby. Un peu, ouais, voilà, un peu comme un maniaque qui se griffe le visage pour se punir. Enfin, tu vois. Mais je l'assume, Donc c'est pas fatigant. C'est juste que parfois on n'a pas envie. Parfois on n'a pas envie de faire une photo parce qu'on est peut-être au téléphone, parce que on a eu une mauvaise nouvelle ou voilà. Donc ça arrive quelquefois. Est-ce que ça change la vie de Fabio l'auteur? Est-ce que ou pas spécialement? Finalement. Non, pas vraiment, parce que tu vois, j'ai une chaîne TikTok et la chaîne Mr. Jack, où je fais des lives. Alors, soit je fais des lives en Jack, soit je fais des lives comme ça, où voilà, il y a des projets qui se mettent en place. Peut-être bientôt la création d'une mini-série qui sera diffusée sur TikTok avec le Capitaine Jack. Voilà. Mais tu vois, il n'y a à aucun moment. Alors, si, j'en ai parlé il y a quelques temps, hein, j'ai parlé de certains de mes ouvrages. Sur cette chaîne TikTok, mais c'est avant tout un public qui est là pour Jack, tu vois, pour le Capitaine Jack, pas pour mes romans. Si tu fais de l'écriture ton métier, ne le fais pas pour avoir la gloire, ne le fais pas pour espérer coucher une fille dans ton lit, ne le fais pas pour voilà, à part si tu as le feu sacré vraiment et si tu sens que si tu ne peux pas écrire ou que tu n'es pas dans l'écriture et tu sens que tu as le feu sacré et que c'est en train de te bouffer de l'intérieur et que ça te met mal à l'aise, alors dans ce cas-là, fais ce métier-là. Oui, fais ce métier-là. Voilà. Et puis surtout, reste toi-même. Voilà. La rencontre la plus touchante, j'en ai encore des frissons là quand j'en parle, c'est celle avec Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, au Salon du Livre de Paris, je ne me souviens plus l'année. C'était encore, c'était pas là au Palais, hein, c'était pas au Grand Palais, c'était encore à l'époque où ça se situait. Donc j'étais là-bas avec Robert Laffont. Et donc nous, on avait 1 heure de signature. J'étais avec, je crois, Jacques-Olivier Bosco à cette époque-là. On signait côte à côte. Et puis, après, il fallait laisser la place. Donc il y avait forcément derrière nous, après, les pointures qui arrivaient.
parce qu'on voyait en plus se mettre en place, tu vois, la file qui était là, de fans, ça devenait impressionnant d'ailleurs, et avec des barrières, etc. Et puis là, je vois passer mon directeur de collection, je lui dis, mais qui est-ce qui vient signer là maintenant Et il me dit, bah là, c'est Jean d'Ormesson. Voilà. Et donc, Jean est arrivé, voilà, ce petit homme, mais alors absolument incroyable, avec un regard extraordinaire, fabuleux, et puis c'est fou parce que ce monsieur, quand on le regardait, on était tout de suite, je sais pas, on avait tout de suite la sensation d'être en face de quelqu'un de bienveillant, voilà. Et il est arrivé, il m'a fait un grand sourire avec ses yeux, mais alors d'un bleu. Et puis donc je me lève et puis il prend la place, et il me dit, ah, c'est très bien mon petit. Tu vois, il me prend le bras, il me dit, c'est très bien mon petit. La place est chaude, merci. Voilà. Et on s'est fait voilà, en lui disant que voilà, c'est quelqu'un que j'adorais, et on s'est fait une petite accolade. Voilà, c'est une des anecdotes qui m'a le plus ému, en tous les cas, qui m'a le plus touché. Des belles rencontres dans ce milieu. Je me dirige quand même plus sur un roman noir qu'un thriller. On sera plus dans quelque chose d'assez profond, d'assez suffocant, lourd, puisqu'il est question aussi de pratiques vaudou, de rites vaudou, et d'une affaire qui a tourné autour de ça, hein, puisqu'en fait, il s'agit d'une affaire qui a défrayé la chronique dans les années 90. Voilà. Ça part toujours de quelque chose de réel avec toi, quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, c'est vraiment un récit qui m'a bouleversé. Il y a certains passages dans cette histoire qui sont absolument monstrueux, mais surtout sur le plan émotionnel, psychologique pour la famille. Voilà. Et notamment une grand-mère qui va rechercher, qui va essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Voilà. Dans ce récit, je vais balader le lecteur un petit peu aux Antilles. Pour une fois, on va sortir un petit peu de Paris, des États-Unis, voilà. On va aller dans les Caraïbes. J'en avais envie, t'imagines bien. Et puis aussi la Martinique, parce que la Martinique, j'y ai vécu pendant 2 ans. Et voilà, ça me faisait plaisir aussi. J'avais envie de me rebalader là-bas, mais mentalement, dans ce roman. Donc on va se balader aussi entre la Martinique, la Guadeloupe et la Désirade. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, du coup, dans la playlist, on aura la compagnie créole. C'est pas encore prévu, mais tu sais que je vais la mettre et puis je vais te faire une... Oh, c'est gentil. Je sens que je vais mourir. Enfin bref, un super pouvoir que tu aimerais avoir, ce serait lequel? Un super pouvoir. Bah, franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir. C'est le pouvoir de revenir dans le passé. Voilà. T'as des trucs à changer ou pour observer ou aller voir encore plus loin ou... Alors, si on suit la théorie, on ne doit pas, tu vois, modifier le passé pour que dans le futur. Tout le monde a vu Retour vers le futur, j'imagine. On ne doit pas modifier le passé pour conserver on va dire l'avenir, le futur. Parce qu'en tous les cas, de là où on vient. Si on va dans le passé. Mais non, ce serait plutôt pour revoir certaines personnes, peut-être leur dire certaines choses, tu vois, que j'ai pas eu l'occasion ou peut-être pas eu le courage de dire.